Si, une fois que l'enregistrement va se faire un tableau blanc. Hop. Et puis, vous pourrez vous le garder comme une sorte de fiche de révision avec vraiment les points clés qu'il faut retenir en matière d'avant-contrat. Hop, hop, je vous partage ça. Monsieur, avant-contrat, c'est tout ce qui est négociation et tout, c'est ça? Voilà, Ah exactement. ok, super, merci. Voilà, alors, vous avez accès au tableau hein, et je vais le mettre à l'écran aussi. Ça marche comment cette affaire? C'est une nouvelle. Je pense que je dois faire ça. Je dois faire et je dois faire ça. Voilà. Tout le monde doit au moins l'avoir à l'écran. Et Oui, merci. il pourra vous servir un petit peu de fiche récapitulative, ce que j'avais intégré dans le cours d'aujourd'hui. Alors, dans la partie des avant-contrats, on a la partie sur les négociations, qu'on appelle aussi pourparlers. On a la partie de l'offre. On a la partie de la... trou de mémoire. De la promesse, voilà, pardon. De la promesse unilatérale et de la promesse synélagmatique. On a 4 parties, 4 choses, et du pacte de préférence. 5 parties qu'il faut connaître. D'accord. Donc, ce qu'on va se mettre, c'est les points de repère. Voilà. Et éventuellement, quel litige on peut vous proposer? Il n'y en a pas 50 000 à chaque fois, parce que ce sera toujours les mêmes. Okay. Donc, ça va vous dire, voilà, je suis dans cette période-là, donc je peux qualifier la période. Et éventuellement, le litige peut porter sur ça. Et voilà comment le résoudre, comment je vais atterrir ma solution. D'accord. Alors, la première chose que l'on va voir, c'est ce qu'on appelle. Vous avez disparu, Adam? C'est bon? Ok. La première chose donc, que l'on va voir, c'est ce qu'on appelle les pourparlers. Grosso modo, c'est les négociations. D'accord. Il y a eu un problème de son? D'accord. Les pourparlers. Voilà. Donc, c'est la période de négociation. Bon, c'est pas très compliqué à repérer, d'accord. Si on vous dit qu'il y a eu des échanges, qu'ils sont en train de discuter d'un éventuel contrat, etc., on est clairement dans les pourparlers. Qu'est-ce qui peut se passer comme problème, comme litige, le litige potentiel? Donc, il faut absolument, dans votre raisonnement, si vous êtes dans ce cas de figure, préciser que vous êtes dans la période des négociations, que pour l'instant, aucun contrat n'a été formé. Puisque le contrat, on le dit tout à l'heure, c'est la rencontre des volontés ou c'est la rencontre entre une offre et une acceptation. Dans tous les cas, s'il n'y a pas eu cette rencontre-là, il n'y a pas contrat. Donc, on est toujours dans la période des négociations. Donc, généralement, on va vous dire oui, ils sont en train de discuter, ils se sont déjà mis d'accord sur un certain nombre de points, mais tout n'est pas encore validé. Voilà, on va vous expliquer qu'on est dans une période où on est en train de papoter et d'échanger sur les éléments du contrat. Donc, vous précisez que voilà, la période de négociation, c'est une période pré-contractuelle, qui est destinée, pendant laquelle les parties sont en train de se mettre d'accord sur les différentes clauses du contrat. En l'espèce, M. Tartampion a eu des échanges de mails avec M. X, dans lesquels il lui propose ça, il lui propose ça. A priori, tous les éléments du contrat n'ont pas encore été fixés. Nous sommes toujours dans la période de négociation. Bon, vous avez qualifié votre période, vous avez expliqué pourquoi vous dites que vous êtes en période de négociation. Le seul litige qu'on peut vous soumettre ici, c'est une rupture. D'un seul coup, il y en a un qui décide d'arrêter. Donc le litige, ici, on va le mettre comme ça. Le litige qu'on peut vous soumettre, là,
C'est la seule possibilité. À part ça, il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'autre chose qui pose problème dans les négociations. Le litige, ici, qu'on peut vous proposer, c'est une rupture. Rupture des négociations par l'une des parties. Et on va vous dire, bah ouais, mais l'autre, il n'est pas content, il estime qu'il a été lésé. Est-ce que éventuellement il peut agir contre la personne qui a décidé de rompre les négociations? Donc la question, elle se fera toujours comme ça. On vous dira, bah voilà, monsieur X, Trucmuche, Léna, je vais vous donner accès. Vous m'avez envoyé. Alors, juste très rapidement. Donc c'est Léni 59 L. Envoyer, partager, donc voilà, hop, vous pouvez avoir accès aux mains. Donc c'est la seule problématique qu'on peut vous poser. À part ça, il ne peut rien se passer de particulier. Donc pendant cette période que vous avez avant qualifier, parce que vous avez réussi à la qualifier, comment? Parce que tous les éléments du contrat ne sont pas fixés. Ici, dans la période de négociation, tous les éléments du contrat ne sont pas encore fixés. C'est comme ça qu'on qualifie qu'on est dans une période de négociation. Parce qu'une fois que les éléments du contrat sont fixés, on n'est plus dans une période de négociation, on est dans une période d'offre. Donc ici, tous les éléments du contrat ne sont pas encore fixés, donc on est dans une période de négociation. Et on vous dit, voilà, l'une des parties a décidé de basta, et même a décidé de conclure avec une autre partie. Vous devez avoir votre raisonnement en deux temps. Le raisonnement se fait toujours en deux temps. Premier temps, vous allez dire que c'est normal, que c'est un principe. Okay, je vais vous donner après le principe. Et dans le deuxième temps, vous allez dire, oui, d'accord, c'est normal, sauf dans cette situation où là, effectivement, il peut y avoir un souci. Donc le principe, c'est celui de la liberté contractuelle. Ça veut dire quoi la liberté contractuelle? Quelqu'un peut me donner les éléments de la liberté contractuelle? Oui, c'est la liberté déjà de conclure ou non un contrat, de choisir son co-contractant et de choisir la forme et le contenu du contrat. Et après, il y a des exceptions, par exemple le CDI qui doit être obligatoirement écrit, et des trucs comme ça, quoi. Voilà. Effectivement, c'est ça la liberté contractuelle. La liberté contractuelle, c'est un principe de base, qui nous dit, voilà, j'ai le droit de conclure ou de ne pas conclure avec qui je veux sur un contenu que nous avons décidé ensemble. Par conséquent, personne n'est obligé de conclure un contrat avec une autre personne. Bien sûr, ce principe a des limites. Vous en avez fait état. Par exemple, le contrat de travail est obligatoirement, dans le cadre du CDD, un contrat écrit. Je n'ai pas le droit de dire, nous, on va faire un contrat oral. Alors, ou encore le refus de vendre. D'accord? Si on sait qu'aujourd'hui, un mineur n'a pas le droit d'acheter de cigarettes, par exemple, là, la liberté contractuelle, elle trouve une limite, puisqu'on dit vous n'avez pas le droit. Or, la liberté contractuelle, c'est j'ai le droit et de choisir en plus. Donc, vous partez du principe. Le principe, c'est celui de la liberté contractuelle. C'est-à-dire qu'on a le droit de conclure ou de ne pas conclure. Ce qui veut dire, le principe de liberté contractuelle induit la possibilité pour une partie
de conclure ou de ne pas conclure. Elle lui donne aussi le choix de son co-contractant. Il n'y a pas évidemment de S à induire. Donc, lui donne la possibilité pour une partie de conclure ou de ne pas conclure. Ça, c'est le principe. Par contre, en matière de négociation, il y a à ce principe une limite, c'est celui de la rupture brutale et abusive. Donc, face à ce principe, on oppose une limite la rupture brutale ou abusive. C'est-à-dire que si tout faisait penser à mon co-contractant que l'on allait conclure, et que du jour au lendemain, je lui envoie un mail en lui disant non, finalement, j'irai voir ailleurs, voilà, on est en face d'une rupture brutale et qui est abusive. D'accord ? À partir de là, elle peut entraîner des sanctions. Alors, cette rupture brutale, il va falloir la démontrer dans votre mineur. D'accord ? Alors, vous pouvez avoir une majeure qui se base sur les éléments que je viens de vous dire, c'est-à-dire, voilà, en matière de négociation et en matière contractuelle, le principe, c'est celui de la liberté contractuelle. Ce principe induit la possibilité pour les parties ou pour une des parties de conclure ou de ne pas conclure. Induit aussi la possibilité de choisir son co-contractant. Il ne faut pas qu'il y ait d'engagement de frais. Voilà, non, il ne faut pas qu'il y ait d'engagement de frais. Il n'y a pas besoin d'avoir des engagements. S'il y a des engagements de frais, c'est encore mieux. D'accord ? S'il y a des engagements de frais, ça va nous permettre d'aller réclamer des dommages et intérêts qui vont couvrir les engagements de frais. D'accord ? Parce que vous allez voir que malgré tout, même s'il y a rupture abusive, la sanction, c'est des dommages et intérêts pour éventuellement la période. Pas pour ce que le contrat aurait pu vous rapporter, mais simplement pour la période. Il va falloir aller démontrer qu'il y a eu des dommages et intérêts. Mais par exemple, si vous avez fait faire des études de marché, si vous avez fait faire des plans, par exemple, par un architecte, parce que vous étiez sur l'achat d'une maison, si vous avez engagé une audite pour l'achat d'une entreprise, tout ça, ça vous a coûté des frais, il y a eu des réunions, il y a eu des choses comme ça. S'il y a rupture abusive, il y aura remboursement de tous les frais que vous avez engagés. D'accord ? Donc ici, le principe, c'est qu'il faut bien démontrer qu'il y a rupture abusive. Mais, à la limite, comme c'est quand même un petit peu délicat à démontrer, alors si on vous emmène sur ce terrain-là, on va vous mettre des choses qui prouvent qu'il y a rupture abusive. D'accord ? Ou rien. D'accord ? Finalement, j'ai reçu un mail, le mec il me dit qu'il est plutôt en contact avec quelqu'un d'autre, il me demande de revoir mon offre, il me demande de renégocier ça, moi j'ai pas voulu, donc il est parti signer ailleurs. C'est pas une rupture abusive. C'est une liberté contractuelle. D'accord ? Rupture abusive ou bien rupture brutale, c'est je vous fais croire tout ça pour faire monter les prix à quelqu'un d'autre, par exemple. Finalement, je vais aller conclure avec l'autre. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est un peu malin, qui est un peu mauvais ou de mauvaise foi, dans tous les cas. Il faudra qualifier la mauvaise foi de la personne qui a rompu les négociations. Donc, ça, c'est les éléments qui vont me servir dans le droit. D'accord ? Ensuite, j'aurai les éléments qui vont me servir dans ma mineure. Et la sanction, ça sera bien entendu jamais la conclusion forcée du contrat. Jamais. Ça sera simplement l'octroi de dommages et intérêts à la personne, à la partie lésée en fonction du préjudice financier subi.
Ça, c'est notre sanction. Donc ça, il faut le retenir. Il faut retenir, voilà, le litige, notre règle de droit, notre sanction, et après, vous n'aurez plus qu'à faire les choses. Ça, on est ici dans les pourparlers. Alors, c'est un avant-contrat sans être un avant-contrat. Hein. On parle plutôt de période précontractuelle. On est avant la conclusion du contrat. Puisqu'il n'y a pas eu rencontre des volontés. Hein. Il n'y a pas eu offre et acceptation de l'offre. Deuxième possibilité que l'on a toujours dans cette période contractuelle, le pacte de préférence. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pacte de préférence? Est-ce que, à part Charlotte, parce que je sais que Charlotte, elle a fait du droit, donc elle a un petit avantage, elle triche. Ok, un avant-contrat, d'accord. Allez-y, Mathilde. Du coup, c'est quand on va s'adresser, par exemple, à telle personne et qu'on va lui dire, euh, je te promets que quand ça arrivera, que c'est à toi que je donnerai telle chose. C'est plus un pacte verbal. Ok, d'accord. Alors, Et on dit que c'est en gros, c'est les priorités, c'est à eux qu'on donnera en priorité. d'accord, on y est presque. Sauf que c'est pas donné. D'accord, on est sur la priorité, d'accord. Sauf que c'est pas donné, c'est Vendre. proposer. Voilà, Ah, proposer. proposer. Obligation de proposer au premier bénéficiaire. Exactement. C'est Ok. vrai que vous avez, voilà. Donc, je m'engage, effectivement, Anne dit c'est s'engager. Je m'engage à vous proposer en premier. Si je dois vendre, je m'engage à vous proposer en premier. Je ne vous engage pas à conclure avec vous. Je ne m'engage pas à conclure. Donc, faudra-t-il que l'on trouve un terrain d'entente. On peut même déjà prévoir peut-être le prix, sans problème. D'accord. Donc, c'est un pacte, c'est un accord. D'accord. On va le définir, hein, d'accord. C'est un accord par lequel une partie s'engage à proposer en priorité ou en premier, on va dire en priorité, à une autre partie, à un bénéficiaire, au cas où elle déciderait de conclure un contrat. Il peut porter sur une vente, il peut porter sur, alors en général, ça sera sur une vente. Hein, d'accord. Alors, je vais relire. C'est un accord par lequel une partie s'engage à proposer en priorité à un bénéficiaire un contrat au cas où elle déciderait elle déciderait de conclure ce contrat. Concrètement, j'ai un appartement, d'accord, sur le même palier que moi, il y a un deuxième appartement qui appartient donc à mon voisin, d'accord. Bah, moi, ça m'intéresserait bien un jour de racheter son appartement de façon à agrandir le mien, par exemple à abattre un mur entre les deux et à avoir un appartement beaucoup plus grand. Bon, le voisin, il n'est pas vendeur hein, pour l'instant, mais je vais m'adresser à lui et lui dire, voilà, si un jour vous devez vendre, est-ce qu'il y a moyen que vous me proposiez en premier votre bien? Je ne m'engage pas à l'acheter, il ne s'engage pas à me le vendre, il s'engage tout simplement à me le proposer. C'est vraiment ici le terme proposer, qui a toute son importance. Donc il s'engage à me proposer.
On peut même fixer le prix. Vous m'engagez à me le proposer à 400 000 euros, à 300 000 euros, au prix du marché, à tel prix plus autant de pourcents par an. Voilà, on s'engage là-dessus. Donc ici, on a bien quelque chose qui est pratiquement un acte préparatoire au futur contrat. Et à votre avis, où peut être le litige? Où peut être le litige? Si le gars ne respecte pas ce pacte, c'est-à-dire si la personne va vendre le bien à quelqu'un d'autre avant même de me l'avoir proposé. Ça se déroule, les litiges relatifs à ça, le contentieux relatif à ce pacte de préférence se déroule souvent quand on avait déjà prévu un prix et que le mec, il a trouvé un acquéreur à plus cher. D'accord. On a décidé, donc toujours avec mon voisin là, à qui je voudrais éventuellement racheter l'appartement, on a décidé que l'appartement, il me le proposerait à un prix compris entre 400 000 et 500 000 euros, pour qu'on ait une fourchette, hein, d'accord. Parce qu'on ne sait pas à quelle période il va le vendre, etc. etc. Donc, et puis, lui, il trouve un pigeon à 600 000. Il ne va pas me vendre l'appartement, il ne va même pas me le proposer, parce que si j'accepte, c'est tout, l'affaire est conclue. D'accord. Il ne va même pas me le proposer, il va aller voir le pigeon à 600 000. Et le pigeon à 600 000, bing, il l'achète et moi, je suis grillé. D'accord. Donc, le litige, il se situe là. Le litige, il se fait. C'est quoi le litige? C'est une vente à un tiers, donc pas le bénéficiaire, hein, donc une vente à un tiers en violation du pacte, c'est-à-dire sans me l'avoir proposé. Je vais quand même noter ça. Voilà le seul litige qu'on peut vous porter là-dessus, enfin, en tout cas à votre niveau. D'accord. C'est, il s'était engagé à me vendre son appart. Finalement, j'apprends, parce que je vois quelqu'un emménager, que l'appart, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. J'apprends en plus qu'il l'a vendu plus cher. Donc je comprends très bien pourquoi il ne me l'a pas proposé. Le fait qu'il ait vendu plus cher, à la limite, on s'en fout. Le tout, c'est qu'il y a eu une vente qui s'est faite alors qu'il aurait dû, parce qu'on avait un accord, souvent il y a un écrit, hein, bien sûr, alors qu'on avait un accord sur le fait qu'il me propose en premier l'appartement. J'aurais peut-être dit oui, j'aurais peut-être dit non, on s'en fiche, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lui, il était obligé de me le proposer en premier. Donc, voilà votre litige. Maintenant, quelles sont les sanctions? Alors, je vais même rajouter un X parce qu'elles sont de deux types. Deux types de sanctions possibles. À votre avis, si je vais saisir un juge et que je démontre qu'il y avait un pacte de préférence parce que j'ai un document et que mon voisin ne m'a pas proposé le bien, qu'est-ce que je peux réclamer? Dommages et intérêts, oui. À qui? Parce que je vous rappelle qu'il y a trois personnes. Il y a le vendeur, il y a le mec qui a acheté, qui s'est fait pigeonner ou pas d'ailleurs, il y a moi dans l'affaire. Donc, à qui je vais réclamer des dommages et intérêts? Au vendeur. Le vendeur, évidemment. Le vendeur peut être condamné à
payer des TI aux bénéficiaires lésés. Bon, ben tout ça, moi, des dommages et intérêts, vous savez très bien. Pour demander des dommages et intérêts, il faudra alléguer d'un préjudice. Il faudra chiffrer un préjudice. Quel est mon préjudice? Ça ne va pas aller très loin, hein, cette affaire. D'accord? Alors, même si légalement, et c'est ça, de toute façon, les dispositions du Code civil nous disent, hein, voilà, le vendeur peut être condamné à payer des dommages et intérêts aux bénéficiaires à condition que le bénéficiaire puisse prouver un préjudice et puisse chiffrer ce préjudice. Bah, je suis super déçu, c'est un préjudice moral. Hein. Bon, je demande 500 euros. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, ça. Alors, quelle autre solution je peux encore avoir? Nullité du contrat conclu. C'est pas mal, on est sur la piste. Ça ne va pas être une nullité. Je vais pouvoir récupérer l'appartement. C'est-à-dire me substituer dans les droits du tiers acquéreur. Dire prendre sa place, dire bah, c'est pas toi qui aurais dû avoir, c'est moi qui vais l'avoir. Alors bien sûr, il faudra que je paye le prix, hein. On est bien d'accord. Donc je vais pouvoir dire bah, finalement, votre vente elle est nulle, elle me revient à moi. C'est-à-dire récupérer le bien qui a été vendu alors qu'il y avait un pacte de préférence. Bon. Possibilité. Possibilité pour le bénéficiaire de récupérer, je vais marquer en termes plus simples que d'être substitué dans les droits du bénéficiaire, substitution au bénéficiaire. Alors, substitution du bénéficiaire au tiers, voilà, c'est ça. D'accord. Possibilité pour le bénéficiaire de récupérer le bien. Non, 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 c'est la même chose. Hein. Substituer dans les droits, sanction possible. Être substitué dans les droits du tiers, ça veut dire devenir le propriétaire à la place du tiers. Excusez-moi, monsieur. Nullité et substitution, c'est pas la même chose. Non. Enfin, si, on va quand même annuler le contrat, mais pour moi, il y avait 3 sanctions possibles, dommages et intérêts, annuler le contrat et la... Oui, bien sûr. Oui, la nullité, c'est différent de la substitution dans les droits du tiers, hein, évidemment. On n'a pas marqué d'ailleurs la nullité du contrat. Alors, par contre, ça demande des conditions particulières. Il va falloir prouver, et c'est là où c'est compliqué, on discutait de preuves tout à l'heure, il va falloir prouver, il faut prouver que le tiers connaissait l'existence du pacte. Et qu'il savait que je voulais acheter le bien. Il savait que je voulais m'en prévaloir. Ça veut dire acheter le bien. Donc je ne pourrais demander la nullité du contrat et éventuellement la substitution dans les droits du tiers, donc récupérer le bien, que si j'arrive à prouver que le tiers connaissait l'existence du pacte de préférence et savait que je voulais m'en prévaloir, c'est-à-dire que je voulais vraiment acheter la maison. Très, 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 très compliqué à prouver. Comment voulez-vous prouver que quelqu'un était au courant qu'il y avait un pacte de préférence? Compliqué, non? Alors, ce qui se fait souvent, c'est qu'au moins,
dans les assemblées de copropriétaires, parce que ça se fait souvent quand il y a des copropriétaires, dans les assemblées de copropriétaires, il y a un PV et j'informe tous les autres copropriétaires qu'il y a un pacte de préférence. Au moins, ils le savent. Au moins, ils ne peuvent pas dire nous aussi, on a acheté le bien, mais on ne savait pas qu'il y avait un pacte de préférence. Non, c'est dans le PV de l'Assemblée générale de la copropriété, par exemple. Et donc, vous le saviez. Voilà ce qu'il faut savoir sur le pacte de préférence. C'est déjà savoir le définir, savoir donc, ce qu'il entraîne, c'est-à-dire que celui qui bénéficie du pacte a une sorte d'un droit de préférence. Hein. Par contre, c'est bien à proposer, non pas à acheter. Et que le litige qui peut naître, c'est parce que la vente a été faite en violation du pacte, c'est-à-dire sans que le bénéficiaire du pacte ait eu la proposition. On est d'accord? Étape suivante. L'offre. Donc, qu'est-ce qu'une offre, légalement parlant? Qu'est-ce qu'une offre? C'est quoi une offre? Une offre, c'est une proposition de contrat. C'est une proposition de contrat, parce que je vous rappelle quand même qu'on parle de contrat ici. Hein. Une offre, c'est une proposition de contrat dans laquelle les éléments principaux sont définis. Et quand on parle d'éléments principaux, c'est le prix et la chose. Donc à partir du moment où je vous propose un livre identifié à tel prix, c'est une offre. Je vous propose quelque chose et le prix est identifié. C'est une offre. Donc l'offre, il faut, si vous êtes face à une situation où vous vous demandez, voilà, il y a l'offre, etc., il faut qualifier. Il faut dire, voilà, on est en face d'une proposition qui comporte les éléments essentiels du contrat, c'est-à-dire au moins la chose et le prix. Donc, non, vous qualifiez comme ça. Une offre est une proposition dans laquelle il y a les éléments principaux d'un contrat, c'est-à-dire au moins la chose et le prix. En l'espèce, M. Tartampion a proposé de vendre sa voiture au prix de 10 000 euros. Il y a bien identification de la chose, sa voiture, un prix, 10 000 euros. Par conséquent, on est en face d'une offre. Vous qualifiez d'abord, vous démontrez que vous êtes dans une offre. Comme tout à l'heure, on avait démontré qu'on était dans une période précontractuelle de négociation. Donc l'offre, c'est une proposition dans laquelle il y a les éléments essentiels du contrat, c'est-à-dire au moins la chose et le prix. Voilà votre majeur pour qualifier qu'il y a une offre. Alors, bien sûr, derrière ça, s'il y a une acceptation de l'offre, le contrat est conclu. À partir du moment où il y a acceptation, rencontre d'une offre et d'une acceptation, c'est une des définitions de la conclusion du contrat. Bon. Le litige possible ici, c'est la rétractation.
Je vous ai proposé quelque chose, je vous ai proposé à vendre ma voiture. D'accord. Et puis, le lendemain, vous m'appelez, vous me dites ok, c'est bon pour votre voiture. Je dis oh non, non c'est bon, je ne vous la vends plus. Je rétracte mon offre. Ou je l'ai vendue à quelqu'un d'autre. Je rétracte mon offre. D'accord. C'est répréhensible. C'est une rétractation qu'on appelle une rétractation possible, puisque l'offre qui est arrivée au destinataire ne peut plus être rétractée. On ne peut pas se rétracter d'une offre que l'on aurait faite. Bien sûr, il y a toujours ce problème de délai. Une offre avec délai est rétractable après le délai. D'accord. C'est-à-dire que si je vous dis, voilà, je vous vends ma voiture pour 10 000 euros et mon offre est valable 24 heures, au bout de la 30e heure, je peux tout à fait rétracter mon offre. D'accord. Même si vous m'envoyez votre acceptation, je peux toujours rétracter mon offre. Autre cas où il n'y a pas rétractation fautive, c'est l'offre qui ne serait pas arrivée au destinataire. Alors aujourd'hui, cette disposition a été valable quand on travaillait par courrier, d'accord. Mais aujourd'hui, avec le courrier électronique, les propositions de prix par mail, etc., difficile de se rétracter avant que l'offre soit arrivée au destinataire. Cette disposition est un peu moins applicable aujourd'hui. Mais l'offre peut être rétractée légalement et sans faute si effectivement elle n'est pas encore arrivée au destinataire. Première possibilité, aujourd'hui difficilement concevable. Deuxième chose, si le délai qui était indiqué dans l'offre a été dépassé, ou si un délai raisonnable a été dépassé s'il n'y a pas de délai dans l'offre. C'est-à-dire que si je vous fais une proposition pour ma voiture et qu'un an après, vous me répondez, et que je vous dis, non, c'est bon, l'offre, elle n'est plus valable. Bon, on peut concevoir qu'elle a été rétractée après un délai raisonnable. Par contre, si dès le lendemain, je vous dis non, c'est plus valable, là, elle n'est pas rétractée dans un délai raisonnable. Donc, ce qu'il faut regarder ici, c'est est-ce qu'on arrive à avoir la rétractation est-elle fautive? Est-ce que la rétractation peut être fautive? Oui, elle est fautive dans le cas où elle est parvenue au destinataire. À partir du moment où mon offre est arrivée au destinataire, je ne peux plus la rétracter. Sauf si un délai est prévu. Et que, bien sûr, la rétractation se fait après ce délai. Dans le cas où elle est parvenue au 1, sauf si un délai est prévu. Voilà. Ça, c'est une rétractation fautive. Mais ici, le problème, c'est la sanction. Parce que vous allez me dire, mais tous les jours, il y a des rétractations qui sont fautives. Bah ouais. Mais la sanction, hop. Elle est exactement la même que c'est les dommages et intérêts. Mais le problème, c'est, encore une fois, pour avoir des dommages et intérêts recevoir des dommages et intérêts, il va falloir prouver un préjudice. Quel préjudice vous allez prouver? Alors, imaginons que vous me proposez de me vendre votre bateau, que je loue un camion pour venir chercher votre bateau, et qu'au moment où je vous appelle pour qu'on fixe l'heure, vous me disiez, non, finalement, le bateau n'est plus à vendre. Vous me dites, mais attendez, monsieur, vous me l'avez proposé. Donc, moi, j'accepte. Donc, je ne vois pas où est le problème. Enfin, à un moment donné, vous ne pouvez pas rétracter votre offre. Surtout que
hier ou il y a 2 jours, j'ai loué un bateau, j'ai loué un camion pour venir chercher le bateau. Là, d'accord. Là, on va pouvoir effectivement justifier la demande de dommages et intérêts. Maintenant, si c'est juste un préjudice moral parce que vous n'avez pas pu avoir la voiture de vos rêves, une coccinelle avec des pois verts, difficile de convaincre un juge sur l'octroi de dommages et intérêts. Ça peut être aussi possible, par exemple, l'octroi de dommages et intérêts, notamment en matière d'offres d'emploi. Je passe un entretien de recrutement. L'employeur me dit qu'il est plutôt OK, il me dit le poste, il me dit le salaire que je vais gagner et que voilà, il me verrait bien dans son équipe. Moi, de l'autre côté, je démissionne. Finalement, il ne m'engage pas. Dommage et intérêt. Mais jamais l'obligation de conclure le contrat. C'est ce que vous remarquez ici. La sanction ne sera jamais l'obligation de conclure. Une obligation de former le contrat. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui ne veut plus. Le contrat naît de la volonté des parties, naît de la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Or, il n'y a plus d'offre. Donc, il ne peut pas y avoir de contrat. Ici, c'était notamment le cas d'un arrêt relativement célèbre qui a d'ailleurs fait changer puisqu'au départ, l'offre n'était pas régie avec les mêmes dispositions légales et surtout, il y avait un flou. Voilà. Qu'est-ce qui se passait quand le mec il se rétractait alors qu'il m'avait fait une offre? Et pour que le législateur se mobilise un peu et ponde un texte qui encadre justement la rétractation fautive, les juges de cassation, dans l'arrêt Consort Cruz, ont obligé un vendeur à conclure le contrat alors qu'il s'était rétracté. Et ça portait sur une maison. D'accord? Un vendeur avait fait une offre de vente d'une maison. C'était il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, on raisonne différemment, notamment en matière immobilière, mais c'était il y a quelques années. Et puis, les acheteurs potentiels, ok, on va réfléchir pendant une semaine, laissez-nous un peu de temps. Bon, ils consultent leur banque, etc. Puis ils retournent voir le vendeur et ils lui disent, voilà, on est ok. Le vendeur lui dit, non, c'est bon, j'ai trouvé un autre acquéreur, c'est tout. Donc ils se sentent super légers, ils portent l'affaire devant le tribunal et le tribunal dit, non, monsieur, vous êtes obligé de leur vendre. Bon, ça va faire un peu bizarre parce on sort un peu des grandes règles, notamment de la volonté des parties, d'accord? Donc le législateur est intervenu et a dit, voilà, aujourd'hui, il peut y avoir rétractation fautive, mais la seule sanction ne peut pas être la conclusion du contrat. Ça n'est pas possible. La seule solution, c'est ici l'octroi de dommages et intérêts pour la partie, malheureusement, qui aura été lésée par cette rétractation fautive. Voilà pour l'offre. Le piège, ça serait de dire c'est de demander au juge de dire que le contrat est fait, quoi. Hein. D'accord? Ça serait un piège. Alors, suivant, avant-contrat suivant. La promesse unilatérale. La promesse unilatérale, c'est ici, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile de faire la différence entre une offre et une promesse. C'est très, très difficile. Et il faut vraiment avoir des éléments de fait qui permettent de dire, voilà, on est dans une promesse. Par exemple, le fait que moi, je vous envoie le contrat avec déjà ma signature. Il ne manque plus que la vôtre pour pouvoir conclure. D'accord? Clairement, là, on est dans le cadre d'une promesse. Je vous promets de m'engager. D'accord? Donc, vous avez déjà mon accord. Alors que dans l'offre, on n'a qu'une proposition. Je vous concède que la limite, elle est vraiment très, 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 très ténue, très fine et très difficile même
à cibler. Mais dans le cas où vous êtes, et on pourrait le retrouver beaucoup dans des promesses d'embauche, par exemple, ou un document qui porte le nom promesse. Je vous envoie un document promesse d'embauche. Bon, le document permet de dire que, voilà, moi je suis déjà engagé. Donc la promesse, c'est quand l'un est engagé et n'attend plus, le contrat n'attend plus que le consentement de l'autre pour être formé. Donc ici, comment on pourrait définir ça? Donc, c'est un acte par lequel l'une des parties est déjà engagée par son consentement, hein. Elle a déjà consenti au contrat. Alors, c'est un acte par lequel l'une des parties est déjà engagée. Il ne manque que le consentement du co-contractant pour la formation du contrat. Alors, c'est un acte par lequel l'une des parties est déjà engagée par son consentement. Donc, on imagine que, évidemment, l'acte comprend tous les éléments du contrat. Il ne manque que le consentement du co-contractant pour la formation du contrat. Donc, à partir du moment où vous arrivez à déterminer qu'on est dans le cadre d'une promesse unilatérale, le litige sera réglé différemment que si on est dans le cadre d'une offre. Si on est dans le cadre d'une offre et que l'offre a été rétractée de façon illégale, alors la seule sanction au litige, c'est l'octroi de dommages et intérêts. Alors que, ici, pour le litige, ça va être pratiquement la même chose. Sauf que c'est plus la rétractation de l'offre, c'est la rétractation du promettant, c'est-à-dire celui qui a fait la promesse. Donc, vous allez, si vous tombez sur ce type d'exercice, vous allez définir qu'on est dans le cadre d'une promesse. D'accord. Donc, vous allez dire ce que c'est qu'une promesse dans un premier temps. Vous allez trouver les éléments de fait qui vous permettent de dire, voilà, nous sommes dans le cadre d'une promesse. Par conséquent, la rétractation doit s'analyser différemment que l'offre, hein, d'accord? Et ici, la rétractation, légalement, n'est pas possible. Et le bénéficiaire de la promesse peut, s'il le souhaite, forcer la formation du contrat. Donc, la sanction en cas de rétractation alors qu'il y a eu promesse, là, il n'y a pas de aller fautive, aller avant ou pas après. Si le mec il a envoyé sa promesse, alors bien sûr, si l'autre ne l'a pas reçue, on a toujours cette problématique-là, mais je vous dis, encore une fois, il est impossible de ne pas la recevoir. La sanction à une rétractation du promettant, c'est à la demande du bénéficiaire de la promesse, hein, évidemment, le contrat peut être forcé. Donc, il sera
formé, obligatoirement. Donc, à la demande du bénéficiaire, évidemment, si le bénéficiaire il dit ben non, moi aussi je renonce à la promesse, bon, ben, c'est tout, l'affaire est close. Hein. Mais ici, si vous avez fait une promesse d'embauche, une promesse d'achat, une promesse de vente, ben, vous êtes bloqué. Si jamais vous devez vous rétracter et que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente avec celui à qui vous avez promis, eh ben, il pourra tout à fait obtenir devant le juge la formation du contrat. Vous serez obligé de satisfaire aux obligations que vous aviez prévues au contrat. Il me reste un qui va être assez rapide parce qu'il n'y a franchement pas trop de contentieux là-dessus, pas trop de litiges. Vous savez c'est lequel? Il y en a un qu'on n'a pas vu, on avait 5 à faire. Hein. Personne, vous fatiguez un petit peu. C'est ce qu'on appelle la promesse synallagmatique. Voilà. Alors, synallagmatique, synallagmatique. Ouais, c'est dur même pour moi. Et d'ailleurs, synallagmatique, si vous me permettez, je vais vérifier l'orthographe. Synallagmatique, ok, j'ai réussi du premier coup, il n'y a pas de souci pour l'orthographe. Alors, ce contrat synallagmatique, c'est un contrat par lequel, cette promesse, c'est un acte par lequel les deux parties, les deux, pas une seule, mais les deux se sont engagés à conclure. Donc, c'est un acte par lequel, ici, par lequel les deux parties se sont engagés à conclure. Donc, on est tous les deux d'accord, on signe un contrat en disant qu'on va signer un futur contrat plus tard. Alors ici, il ne me manque pas. On retrouve, alors souvent, ce type de contrat se retrouve souvent dans les ventes immobilières. Quand vous signez un compromis de vente, vous signez une promesse synallagmatique. C'est-à-dire que je m'engage à acheter votre maison. Moi, je vous m'engage à vous la vendre. Donc, nous signons, on va à une agence ou à un notaire, peu importe. On signe ce que tout le monde appelle une promesse de vente, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est une promesse synallagmatique. Un compromis, voilà. Un compromis de vente, c'est une promesse synallagmatique. Donc, tous les deux, on s'est engagés à conclure le contrat. Tout simplement, il y a besoin de temps, parce que la vente immobilière, le contrat de vente immobilière, c'est un contrat authentique, donc qui doit être fait par un notaire, c'est une obligation légale. Il y a des diagnostics à faire, il y a tout un tas, il faut que je fasse ma recherche de financement le cas échéant. Il y a tout un tas de démarches à faire qui font qu'on aimerait bien s'engager, mais la conclusion vraiment définitive de la vente ne pourra se faire que dans 2-3 mois. Toutefois, comme on veut se lier tous les deux, on va signer ce qu'on appelle cette promesse synallagmatique, ou on va conclure cette promesse synallagmatique. Donc évidemment, aucun des deux contractants ne peut se rétracter. Donc, pas de rétractation possible. Le litige, c'est une rétractation d'une des parties. À la demande, bien sûr, la sanction, à la demande de l'autre. Le contrat sera conclu, de toute façon. Clairement, on dit que la promesse de vente
la promesse synallagmatique de vente, vos ventes. C'est comme si le contrat était déjà conclu. Simplement, il y a besoin d'un délai supplémentaire. On va le noter, ça, parce que clairement, c'est marqué comme ça dans le Code civil. La promesse synallagmatique vos ventes. D'accord, c'était comme si c'était fait. Donc clairement, il y a très peu de contentieux parce que tout le monde le sait. D'accord. Difficile. Alors, il y a un tout petit contentieux, c'est que si dans la promesse de vente, il y avait une clause qui permet de sortir de la promesse. D'accord. On appelle les clauses de réitération, mais bon, nous, on s'en fiche, on ne va pas jusque-là. Vous savez que si à un moment donné, on vous indique que M. Tartampion et M. X ont signé une promesse synallagmatique, à partir de là, ils sont engagés. Quel que soit ce qui arrive, ils seront obligés de conclure. À moins qu'ils soient tous les deux pas d'accord, plus d'accord. Bon, mais en général, c'est plutôt l'une des deux qui essaye de se rétracter et l'autre qui va la forcer. Voilà, nous avons fait le point sur tous les avant-contrats. Vous voyez qu'il y en a 5. Il y a vraiment des points. Si vous reprenez ces slides ici et que vous les apprenez, vous êtes paré pour traiter tous les litiges. Après, c'est plus que de la méthode. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Bon, bah, c'est parfait. Comme ça, hop, les avant-contrats, je mets tout ça dans notre Net Campus, d'accord? Et puis on fera les cas pratiques lors de notre prochaine séance. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis on se retrouve, je crois, vendredi certainement. Ça va? Merci beaucoup, bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous.